Salut Alexandre. Salut Xavier. Bienvenue dans The Big Shift et puis bienvenue aussi dans Music for Planet puisqu'on est sur 2 podcasts aujourd'hui. L'objectif c'est de faire une petite introspection sur ce que la musique apporte à l'écologie. C'est le but de votre association avec Music for Planet que tu as créé aujourd'hui, Alexandre. Je vais pas être le seul à poser des questions. Je pense qu'Alexandre, du coup, tu vas m'en poser. Je vais devoir me soumettre à l'exercice d'être derrière le micro et interviewer aussi. Donc ça va être un exercice un peu différent pour moi et puis j'espère que ça va vous plaire. Le meilleur moyen d'aider les 2 chaînes, c'est de vous abonner à Music for the Planet et à The Big Shift et de laisser un commentaire ou une note sur votre appli d'écoute. C'est ce qui nous aide le plus à progresser, à grandir et à faire découvrir la musique et l'écologie au plus de monde. Donc merci pour votre aide là-dessus si le contenu vous plaît. Merci Xavier, on est très content de faire cet épisode croisé avec toi et avec The Big Shift qui pour nous est une référence sur les enjeux environnementaux, c'est un des podcasts de référence. Et du coup, on invite aussi tous les acteurs de l'industrie musicale à switcher sur The Big Shift parce que justement, ils apprendront beaucoup. Nous, notre raison d'être, c'est la culture environnementale au sein de l'industrie musicale. Et on pense que justement, en écoutant ton podcast, ça peut participer à ça. On espère ouvrir des nouvelles vocations. Alors, musicien, environnementaliste, il y a plein de choses à découvrir dans cet épisode. Est-ce que tu peux te présenter un peu Music for Planet ? Tout à fait. Donc moi, je suis un ancien de l'industrie musicale. J'ai œuvré chez Deezer et puis j'étais un peu éloigné de la musique, plutôt en digital à l'époque. Et puis après, j'ai fait un gros virage environnemental à partir de 2015-2018 qui s'est renforcé de plus en plus. Et il se trouve que, on en parle un petit peu, les nouvelles environnementales sont pas très bonnes. Et moi, en fait, l'art, la musique, ça a été un peu un remède magique. C'était vraiment quelque chose vers lequel je me suis tourné pour traiter mes émotions, pour arriver à les gérer, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, aussi trouver parfois aussi du positif. Et ça a été ensuite la rencontre avec Benjamin Hainaut, qui est un ancien du développement durable. Il a 20 ans de carrière dans le développement durable. Directeur de Et puis on s'est questionné sur comment on pourrait faire... qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place du côté de la musique. On était tous les deux attirés par cet univers-là. Et on a créé cette association, Music for Planet, qui regroupe des professionnels de l'environnement, des experts dans l'environnement et des professionnels de l'industrie musicale. Donc, dans nos cofondatrices, on a notamment Fanny Fournier, qui est la directrice du mécénat de l'Opéra National de Bordeaux. Et puis, alors c'est tout courant musical, Music for Planet, mais une association concentrée dont la raison d'être, c'est la croisée de musique et environnement. Donc tu dis un virage assez fort en 2015-2016, quand vous avez lancé Music for Planet. Est-ce que vous vous rendiez déjà compte du pouvoir de l'influence de la musique ? Parce qu'on en parle beaucoup ces derniers temps, notamment avec l'influence sur les réseaux sociaux, mais qui a explosé depuis 4-5 ans, pas depuis 10 ans. Et est-ce que du coup vous aviez déjà en tête ce truc de ok, c'est un médium hyper intéressant pour aller sensibiliser les gens, ou c'était plutôt genre c'est notre kiff perso la musique, autant faire un truc sur ce support-là qu'on aime bien? Alors 2015-2016, c'est mon virage perso. Oui. Music for Planet s'est lancé en 2021, donc c'est quand même assez récent. Ok, ouais. Et en fait, c'est simple. En fait, on a vu beaucoup de projets aussi se lancer suite au confinement. Et on n'a pas fait exception. C'est à ce moment-là qu'on a eu du temps. Le point, c'est surtout l'aspect stratégique qui nous a plu. Benjamin comme moi sommes plutôt des stratèges entreprises. Il se trouve que l'industrie musicale, c'est aussi des entreprises. Évidemment, l'art, c'est un peu au-delà que les enjeux de business, mais pour autant, il y avait vraiment, pour tous les deux, une envie un peu plus profonde que juste la musique, c'est notre kiff, quoi. Il y avait vraiment cet aspect, on voit émerger le terme influence for good, je l'aime bien, le fait qu'il va falloir activer aussi la voix des influenceurs, quels qu'ils soient. Ça peut être des sportifs, ça peut être des musiciens, mais voilà, c'est plutôt cette dimension-là, sachant que on sait qu'il va falloir activer les leviers dans toutes les dimensions, que l'entreprise ne suffit pas, que le personnel ne suffit pas, l'individuel ne suffit pas. Par contre, combiner les deux, et c'est un peu ça qu'on essaie de faire au sein de Music for Planet. Ok. Et du coup, concrètement, comment ça se passe je veux dire, au quotidien, vous êtes quoi ? Vous êtes parolier pour des artistes ou comment est-ce que vous essayez de traduire cet engagement ? Alors, on a plusieurs actions. On a d'abord 2 grands domaines. Le premier, c'est réduire les impacts de l'industrie, donc aider à réduire les impacts. Et ça passe par des belles initiatives. C'est-à-dire qu'on va aller nous éclairer, notamment dans le podcast Music for Planet, aussi sur notre newsletter, ce qu'on analyse de pertinent. Et parfois, c'est pas forcément nos contenus. Il y a d'autres médias qu'on partage qui font des bonnes analyses. Mais je vais prendre un exemple. On a fait un épisode de podcast avec le Studio A, qui est un studio éco-conçu vers Mérignac, près de Bordeaux. On pense que, et d'ailleurs c'est ce que nous ont dit d'autres studios,
tous les studios d'enregistrement doivent écouter cet épisode. Donc, on va aller trouver les contenus qui sont spécifiques à un métier dans l'industrie musicale, ce qu'aujourd'hui personne ne fait trop. Et donc ça, c'est une première approche. Et puis la deuxième grande dimension, c'est d'essayer de générer des impacts positifs. Donc on disait, il y a deux grands piliers, il y a transformer l'industrie, et donc là c'est effectivement mettre en avant des initiatives, comme tu disais, ce fameux studio éco-conçu qui doit être repris et réutilisé par beaucoup d'autres. Et le deuxième, du coup, c'est la partie inspiration environnementale, donc là on a déjà parlé un peu d'influence, etc. On pense que justement, une des raisons d'être très pertinente de l'industrie musicale serait dans l'inspiration environnementale. Alors ça va un peu au-delà de juste les artistes qui s'expriment et qui mettent dans leur titre, qui mettent ces sujets dans leur titre, et même si évidemment c'est très intéressant et indispensable, ça peut aller aussi vers des engagements, notamment pour des associations de terrain, et ça commence à apparaître, donc ça c'est des choses aussi qu'on va mettre en avant, mais aussi parce que cette industrie musicale, elle touche à plein de domaines. Elle touche à la mode à travers le merchandising, elle touche à l'alimentation, elle touche à la mobilité, qui est un gros sujet concernant la musique, elle touche au numérique. Et donc, c'est à la fois un boulet, parce que ça veut dire qu'elle doit agir sur tous ces domaines en termes de réduction de ses impacts, mais c'est aussi une opportunité, parce qu'elle peut très bien influencer chacun de ces secteurs-là. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, par exemple pour la mode. On a vu des artistes proposer plutôt des patchs plutôt que des nouvelles lignes de vêtements, quand ils ont des lignes de vêtements. Ça, on trouve ça intéressant, parce que peut-être que dans l'industrie de la mode, la chose qu'on doit comprendre chacun d'entre nous, c'est que ce qui compte, c'est peut-être d'avoir quelques habits auxquels on tient beaucoup, plutôt que beaucoup d'habits et pouvoir varier, donc les habits customisés. Et ça, c'est intéressant de voir que dans le métal, les métalleux le font beaucoup, ça. Les métalleux, souvent, ils ont des vêtements avec les... Iron Maiden, Metallica étant les premiers. Et donc voilà, on voit des courants musicaux aussi plus engagés que d'autres. Et puis après, c'est propager des pratiques de l'un à l'autre. Hein, ça peut être ça. Du côté de l'alimentation, les festivals sont des moyens de découvrir qu'une nourriture plus décarbonée est tout à fait bonne et intéressante. Et puis évidemment, les pratiques de mobilité pour se rendre sur les festivals. Enfin voilà, en fait, la musique a un pouvoir d'influence, même au-delà de ses influenceurs. Ça peut être un territoire d'expérimentation pour ce qu'on appelle, nous, l'inspiration environnementale. Ouais, et en fait, j'y pensais pas du tout, mais effectivement, en fait, la musique, c'est pas juste écouter de la musique, c'est aussi se rassembler. Tout ce qui se fait autour de la musique, ça touche pas que la musique, ça touche vraiment à tous les systèmes, à l'alimentation, au déplacement. J'ai participé à un festival cet été qui s'appelle Magirama, qui est un petit festival privé d'amis. Et effectivement, il y a des navettes qui sont prévues pour se rendre sur place. On fait très très attention à toute la consommation, à la décoration. Tout doit être absolument éphémère. Et la personne qui cuisine, du coup, c'est un ami qui cuisine pour 250 personnes, qui est cuisinier lui-même et qui, du coup, fait la cuisine pour 250 personnes pendant 3 jours en mode végétarien complet. Et d'ailleurs, il est passé sur le podcast, on le salue, c'est Adrien Henriet qui est passé en février pour parler d'alimentation végétarienne. Mais ouais, du coup, il y a effectivement, et j'avais pas imaginé ça en préparant cet épisode, mais ça va beaucoup plus loin que juste la musique et ce qu'elle nous fait vivre. Pour aller un peu plus loin sur ça rejoint le premier pilier. En fait, la musique est aussi un très bon prétexte pour éduquer chacun à ces enjeux environnementaux. Donc, c'est exactement l'objet de notre stand sur les événements et sur les festivals. En fait, on a des panneaux scientifiques qui expliquent que voilà, quand tu consommes de la musique en numérique, ce que ça implique. Mais évidemment, on n'oublie pas derrière tout ça que la musique, c'est de l'art et qu'elle nous emmène, elle accompagne nos émotions. Donc, on a aussi cette dimension un peu plus poétique, révolution poétique, qui nous semble très importante et qu'on ne lâche pas aussi au sein de Music for Planet. C'est pas seulement technique, cette révolution environnementale, elle est aussi émotionnelle et poétique. Et toi, tu es dans les premiers salariés de Deezer. Est-ce que tu penses que tu as un 15e salarié, exactement, ouais. 15e, félicitations. Merci. Je ne sais pas si c'était... si on peut se féliciter dans le sens où c'était dur. C'était très dur comme expérience. Disons que les premières années ont été très folkloriques. Par contre, oui, c'était cool d'avoir réussi à bâtir ça, ouais. Et est-ce que tu penses du coup que ta vision de l'industrie musicale a été vraiment construite à partir de ça? Parce que du coup, c'est un peu l'arrivée du streaming. Ça a quand même bouleversé l'industrie musicale. Alors là, je ne sais pas si tous les auditeurs de Music for Planet adhèrent à ce que j'ai raconté. Je vois un peu de streaming bashing en ce moment. Le streaming, c'est pas bien parce que ça rémunère pas assez les artistes. Alors, n'oublions pas que c'est quand même plutôt les acteurs de l'industrie musicale qui ont fixé le tarif du streaming et la manière dont ça a rémunéré les artistes. Hein. Mais surtout, ces plateformes, elles sont apparues pour lutter contre la grande disruption de l'industrie musicale, qui est peut-être, moi je la prends souvent en exemple en entreprise, justement parce que c'est l'industrie qui a été le plus chamboulée par l'avènement du numérique, à cause du téléchargement illégal.
à cause du MP3 sur des sites comme Napster à l'époque. Il y avait aussi un service de streaming qui s'appelait Groove Shark qui reversait rien du tout aux ayants droit. Et la deuxième grosse disruption, ça a été le Covid, avec le confinement, où la musique vivante a été s'est arrêtée immédiatement. Elle était presque morte pendant 2 ans. Et donc évidemment, là, plus aucune source de revenus pour beaucoup d'acteurs de l'industrie musicale. J'invite beaucoup à faire les liens. Il y a un point important, c'est que le Covid n'a pas été vu comme un symptôme de disruption environnementale. Alors que les scientifiques nous font, du côté biodiversité, à défaut de pouvoir prouver que le Covid est bien lié à la façon dont on traite l'environnement, nous disent qu'on est tout le temps en train de générer plus de risques de ce côté-là. Il faut savoir qu'on a un truc qui s'appelle les zoonoses, c'est les passages d'un virus d'une espèce à l'autre. C'est dû aux élevages intensifs et à la destruction des habitats sauvages. Et ça, les scientifiques sont fermes sur le fait que nous, les humains, dans leur mode de vie en tout cas, créent les conditions pour de nouvelles pandémies. Donc pour de la musique morte. Et c'est un peu ce qui nous a réveillés côté Music for Planet, justement, en se disant mais il faut vraiment qu'on aide aussi cette compréhension-là, parce que le combat pour les artistes d'aller taper sur les plateformes de streaming à ce moment-là en disant attention, elles ne rémunèrent pas assez pour les écoutes, c'est un faux combat. C'est un faux combat. Parce que le vrai combat, c'est comment est-ce qu'on fait pour ressortir dehors, c'est ça ? Ouais, exactement. Et le vrai combat, c'est aussi comment on fait pour que la musique vive toujours. Comment on fait pour que la musique vive toujours ? C'est peut-être ça le plus important. Or, quand il fait 45 degrés en canicule, c'est compliqué d'aller à un concert. Quand il y a des inondations dans les festivals, comme ça a été vu, soit sur Willow Green ou les pluies diluviennes sur le Burning Man, voilà. Aujourd'hui, on commence à avoir les symptômes de disruption environnementale aussi du côté de l'industrie musicale. Et c'est pour ça qu'elle doit se réveiller et se mettre en action. Et du côté impact, si on parle impact carbone, parce que je pense que ça pourra intéresser en tant qu'auditeur, quel est l'impact ? Est-ce que la musique vivante est plus impactante que la musique streaming ? Si on compare des datas à peut-être un festival sur place, est-ce que tu as des données là-dessus ? Qu'est-ce qui est bon, je sais pas si c'est le mieux, mais en gros, qu'est-ce qui est le plus impactant et comment est-ce qu'on peut faire pour réduire ces impacts ? Alors des données, c'est intéressant, on commence à en avoir plein. Parfois trop et parfois pas assez. Le plus pertinent, ça reste quand même le rapport du SIFT avec Décarboner la culture, le SIFT Project, qui a fait un travail remarquable là-dessus, mais qui ne parle que de carbone. Il faut pas oublier qu'il n'y a pas de carbone, effectivement. Ouais. Voilà. En effet, aujourd'hui, l'industrie musicale, comme beaucoup d'industries, est très cristallisée sur le CO2, et on oublie un peu tout le reste. Donc, nous, voilà, un de nos combats, ça reste aussi rappeler les enjeux biodiversité et le reste. Mais parlons de cet impact-là qui est quand même évidemment très important. Le plus impactant pour des gros festivals, ça va quand même être le transport des festivaliers, la façon dont ils se rendent sur l'événement. On le voit bien parce que tout simplement, il y a beaucoup de gens qui se déplacent. On pense aux artistes qui se déplacent en avion, mais en fait, tous les festivaliers qui prennent leur voiture pour aller au festival, évidemment, c'est très impactant. Alors, ça dépend des typologies de festivals, y compris de salles. Si c'est une salle qui est en ville avec les transports en commun, évidemment, il y a moins d'impact de ce côté-là. Et là, ça va être le transport des artistes et des œuvres, faire de la scénographie, etc. Et c'est pareil pour les festivals qui sont en ville. On a spoté quelques festivals en ville. Là, on a des variations. Mais pour des gros festivals, alors le chiffre le plus choquant, c'est pour des festivals internationaux, quand il y a des gens qui viennent en avion au festival. Ouais. Par exemple, vous avez sur certains festivals 3% des festivaliers qui viennent en avion. En fait, c'est, je crois, les 2/3 de l'impact carbone de tout le festival. Juste ces 3% de festivaliers qui viennent en avion. Ok, ouais, c'est énorme. Juste énorme. Après, évidemment, l'alimentation est une deuxième partie. Enfin, la mobilité est le numéro 1. L'alimentation est une partie non négligeable quand même. Et puis, pour parler du numérique, le numérique, il va pas être englobé évidemment dans les festivals, à part pour leur marketing et leur com, mais ça reste tout petit par rapport à ce qui se passe du côté du streaming. Il y a des choses intéressantes à raconter côté numérique. D'abord, c'est une des choses sur lesquelles, évidemment, on évangélise notamment avec des ateliers comme la fresque du numérique. Et dans cette fresque du numérique, on apprend que le numérique est très matériel. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ce qui impacte le plus dans le numérique, c'est pas tant les usages que la construction de nos appareils. Et notamment de ce petit casque-là que j'ai sur mes oreilles, ce petit casque sans fil, il n'est pas du tout recyclable, il n'est pas très durable, il va durer quelques années. Voilà, je pense que je vais repasser au filaire sur le prochain modèle. Je vois que tu es au filaire, c'est très bien, Xavier. Ouais, moi j'ai aussi, mais heureusement j'ai les deux. En tout cas, voilà, il y a cette dimension matérielle qui est extrêmement importante. La construction d'un smartphone, c'est évidemment énorme en termes d'impact, beaucoup plus que ce qu'on en fera ensuite. C'est vraiment au moment où il est construit où il est fabriqué.
l'extraction des métaux, etc., etc. C'est ça le gros impact du numérique. Donc on le rappelle évidemment, et quand même c'est important parce que ça fait partie de mon parcours personnel. J'ai cru à un moment, je pense qu'il y a 10 ans, je devais dire que le numérique c'était dans le cloud et que c'était on parlait de dématérialisation. Et j'y ai cru moi aussi, j'étais dans cette sphère-là, j'étais dans le numérique, j'étais un aficionado de ça, le numérique c'est écologique. Et c'est ça qu'on comprend aujourd'hui, c'est pas le cas. Alors après ça reste quand même efficace. On a quand même des gains entre distribuer de la musique en streaming via Internet versus envoyer des CD partout dans le monde. Il y a un gain, c'est certain, en termes d'impact environnemental. Par contre, c'est pas zéro. On peut pas dire le numérique n'a pas d'impact. Il est quand même très matériel. Donc ça, c'est le premier point. Et puis après, dans les pratiques qu'on voit qui seraient à bannir, il y en a une qui est très employée, c'est par des jeunes notamment. On voit plutôt la jeune génération avoir cette pratique-là, c'est plutôt que comme sur YouTube, beaucoup de clips sont en diffusion gratuite, ils font des playlists YouTube en vidéo. En fait, ils regardent pas la vidéo, ils mettent la vidéo pour écouter de la musique. Ouais. Or, un flux vidéo est beaucoup plus impactant qu'un flux musical. Et donc, du coup, on se retrouve avec une grosse consommation du réseau pour pas grand-chose. Il va de soi que des services musicaux comme Deezer ou Spotify, qui en plus téléchargent les musiques, ou en tout cas vont les garder en mémoire quand on s'en écouter régulièrement, là, du coup, c'est assez peu impactant, en fait. On va évidemment avoir un petit peu d'impact côté stockage, mais ça reste équivalent à d'autres types de services. La vidéo reste aujourd'hui le plus gros impact du côté des usages. J'ai pas l'impression qu'on aille dans le sens de la réduction là-dessus. Par exemple, aux États-Unis, la plateforme de streaming la plus importante et de lecture de podcasts aussi, c'est pas Spotify, c'est pas Apple Podcast, mais c'est YouTube. Et en fait, les gens, et j'ai de plus en plus de personnes, quand on a lancé notre boîte EcoStudio il y a 3-4 ans, les gens utilisaient vraiment l'audio comme un moyen d'être disponible à des moments où ils ne le pouvaient pas, quand ils font la vaisselle, quand ils sortent le chien, quand ils font le ménage, ou ce genre de choses. Et de plus en plus, j'ai des gens qui me disent « Ah oui, mais ton podcast, il n'est pas sur YouTube. » Donc, bon, déjà, je me suis mis sur YouTube pour répondre à la question. Mais du coup, voilà, il y a de plus en plus de gens qui, cette attention qui était cumulable, en fait, donc écouter de la musique ou écouter un podcast, elle devient non cumulable parce que les gens se mettent à regarder ça aussi en vidéo. À regarder ou ne pas regarder. D'ailleurs, effectivement, j'ai plusieurs personnes qui m'ont dit aussi qu'elles écoutaient des podcasts sur YouTube. Et j'ai du mal à comprendre le vrai intérêt de ce... T'avoue, je suis un peu hors phase là-dessus parce que je comprends. Il y a évidemment la présence et le marketing, hein, la présence sur la plateforme. Pour autant, c'est pas forcément aussi grave ou impactant. Tout dépend de ce que tu as comme image qui circule. Là, si je prends d'ailleurs ce qu'on est en train d'enregistrer, toi et moi, les images sont relativement fixes. Donc ça devrait pas être très gros. Il faut savoir, la vidéo, ça marche beaucoup par delta. C'est-à-dire ça va venir... calculer qu'est-ce qui a changé par rapport à l'image précédente. Et donc forcément un clip de musique, ça bouge tous les sens, l'image elle change tout le temps, c'est très impactant. Par contre, un artiste, on a vu Orelsan sur un de ses albums, sur l'album Civilisation, il a un clip, alors je suis pas sûr que ça a été fait en connaissance de cause, hein, mais voilà, il a un clip sur un des titres, mais il a plein d'autres titres, c'est juste la cover du CD, la cover de l'album. En fait, quand il y a juste la cover de l'album, ça pèse guère plus que l'audio seulement. Ok, j'avais pas ce truc sur le delta de mouvement des pixels. Alors ça nous aide pas mal. Il se trouve que au sein de Music for Planet, et c'est mon cas, moi, je suis un ancien ingénieur. Faut des fois bien se creuser la tête sur ce qui est juste et pas juste. Et d'ailleurs, ça va être une question à retourner pour toi sur la complexité de ces enjeux environnementaux. Comment toi, tu as embrassé cette complexité et voilà, à quoi tu fais face en termes de complexité? Il y a énormément de choses à savoir, à comprendre. The Big Shift couvre énormément de sujets. Comment tu fais pour embrasser cette complexité ou en tout cas arriver à la simplifier? Parce que The Big Shift a ce mérite-là d'arriver à bien vulgariser. Donc voilà, comment tu fais? La première chose, c'est que c'est pas moi qui simplifie, c'est les personnes que j'invite sur le podcast. Et la deuxième, c'est que quand j'ai commencé The Big Shift, j'étais pas du tout au courant de tous ces trucs-là. En fait, la raison pour laquelle j'ai commencé The Big Shift, c'est parce que j'avais envie de m'informer plus. Et moi, je venais du monde du recyclage du plastique. Donc, je m'étais dit, je vais lancer un podcast sur le recyclage du plastique. Rapidement, je me suis rendu compte que pour le coup, c'était peut-être un peu trop niche.
Et du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais en apprendre plus sur la transition écologique. Mais là-dessus, je ne savais rien. Donc, en fait, j'étais obligé de poser des questions probablement un peu trop triviales, un peu trop basiques au début et qui ont permis d'avoir un peu cet effet de simplification de la part de mes intervenants. Et c'est ce que j'essaie de garder. Et la deuxième chose, c'est que j'essaye d'éviter d'avoir des épisodes sur lesquels on va parler d'un truc trop holistique ou trop global. Et à chaque fois, on se focus sur un silo. Alors, je sais que la transition écologique, il faut l'aborder de façon un peu transversale dans tous les silos. Mais dans les épisodes, à chaque fois, on va se dire, OK, sur ce silo-là, quel est l'enjeu principal? Et le fait de l'aborder en silo et ensuite, éventuellement, de faire des liens entre ce que j'ai appris d'un silo, d'un autre, d'un épisode, d'une personne, ça me permet de créer des liens. Après, c'est pas toujours évident parce que au bout de 2 ans de podcast, cette complexité, moi, je commence à l'intégrer parce que les 120 épisodes, je les ai vécus. En revanche, les gens qui m'écoutent sur le podcast, potentiellement, des épisodes, ils en ont écouté 50, mais ils peuvent aussi en avoir écouté 2. Et du coup, la grosse difficulté, c'est de revenir un peu à cet état de OK, si je devais prendre maintenant le podcast, est-ce que cette notion, je la connaîtrais? Est-ce que je pourrais être en mesure de connaître? Et en fait, le fait de me poser cette question-là à chaque fois quand je suis en enregistrement avec quelqu'un, ça me permet de revenir un peu aux bases à chaque fois. Parfois, c'est un peu frustrant pour des personnes qui sont peut-être un peu plus ancrées dans la transition écologique et qui ont une bonne conscience des enjeux. Mais je pense que du coup, ça rend la chose peut-être un peu plus accessible pour des personnes qui sont en cours de route, qui prennent le train en marche, quoi. Et c'est un peu comme ça que je le vois sur chacun des épisodes que j'enregistre. Excellent. J'allais te poser la question, est-ce que The Big Shift est un guide à l'éco-responsabilité ou à la prise de conscience environnementale, même à l'inspiration environnementale, mais au final... je l'appelle même plus comme ça, tu vois. J'ai changé... Avant, je disais, c'est un podcast et c'est mon enquête sur les grands sujets de la transition écologique. Donc ça, c'était un peu le sujet. Et puis, en plus, moi, j'avais pris mon exemple sur Sismic, qui est un podcast que j'aime beaucoup, par Julien Devorex, qui est un gars génial. On recommande aussi. Ouais, on ne peut que le recommander. Et en fait, récemment, je me suis dit, mais en fait, c'est tous les sujets, comme justement, je les prends silo par silo, et qui sont un peu evergreen, c'est-à-dire ils sont un peu universels, et ils vont pas périmer tout de suite ces contenus. Et donc maintenant, je le vois beaucoup plus comme une audiothèque sur laquelle les gens peuvent revenir et se dire, ah ouais, tiens, cet épisode, ça pourrait être intéressant. Il n'y a pas de suite, c'est pas une série, il n'y a pas de... Donc en fait, aujourd'hui, je le vois beaucoup plus comme une audiothèque où tu pourrais prendre ton bouquin sur l'étagère, l'ouvrir et dire ok, c'est bon, le rôle des médias dans l'écologie, je commence à capter, et puis tu remets le bouquin et puis t'en sors un autre. Ok, le débat sur le nucléaire, je commence à avoir un peu plus d'informations, et puis tu remets le bouquin et puis t'en sors un autre. Et donc je le vois beaucoup plus comme ça maintenant, comme cette audiothèque, cette ressource tech sur tous les grands enjeux de la transition. Excellent. Et donc en effet, tu as ceux qui ont besoin d'être guidés, d'autres qui ont plus besoin d'être guidés parce qu'ils ont fait déjà beaucoup de chemin. Pour autant, toi, tu embarques toujours il y a toujours plus de gens qui ont besoin d'être guidés, d'où la croissance de The Big Shift. C'est un peu l'objectif. Et puis après, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui passent sur le podcast que les gens aiment beaucoup écouter. Au-delà de The Big Shift, peut-être s'associer à ma typologie de podcasting, parce que chaque podcasteur a un peu son propre format. Mais du coup, je pense que le fait aussi d'avoir des personnes, tu vois, je pense que au-delà de mes questions parfois un peu trivial pour certains, trop compliqué pour d'autres. Il y a des gens, si je fais venir Raphaël Glucksmann, si je fais venir Cécile Renoir, si je fais venir Marine Tondelier, c'est des gens qui sont un peu... que les gens ont envie d'écouter, ils ont envie de savoir ce que ces gens-là pensent. Et donc, je pense que ça aussi, ça joue sur le fait que le podcast grandisse. Parce qu'en fait, un Jean-Marc Jancovici, il peut être passé 150 fois à 150 endroits différents. Quand il passe et qu'il fait un nouveau truc, on a envie d'aller comprendre ce qu'il dit, quoi. Donc, ça m'amène à une autre question qui est ta propre bascule. Toi, tu me disais que c'était un peu différent de... moi, en effet, j'ai pris des grandes claques et je me suis réveillé un matin avec le moral dans les chaussettes et j'ai fait autrement. Toi, ça n'a pas marché comme ça? Non, moi, c'était justement, en fait, je me sentais un peu en décalage de phase parce qu'à chaque fois que j'enregistre avec un épisode avec un invité qui a un engagement fort, qui est très sur le terrain, qui a une action qui est très puissante ou avec un gros impact, souvent, on me raconte une prise de conscience assez marquante qui laisse une belle trace sur la joue. Ça va être un voyage en avion ou la découverte d'une décharge de plastique ou la naissance d'un enfant, des événements très très forts, quoi. Et en fait, moi, j'ai pas du tout vécu ça et j'avais l'impression d'être un peu le seul à avoir eu un truc très très linéaire avec beaucoup de progression. Et j'ai toujours été quelqu'un de très très respectueux de
de l'endroit où je me trouve, mais sans associer ça à de l'écologie. Mais c'était pas un sentiment très très prégnant, mais je sentais que j'étais très consciencieux, quoi. Que ce soit au quotidien pour mes affaires, que ce soit pour la nature. Souvent, ça passe un peu comme ça par la nature, par les animaux, pour les enfants, cette tendance écologique. Et en fait, c'est plutôt au fur et à mesure de discussions, au fur et à mesure, évidemment, moi j'ai travaillé dans le verre et puis ensuite dans le recyclage du plastique, donc il y a eu un peu ça, mais ça a pris du temps. Et puis j'ai été biberonné au le plastique, c'est recyclé, c'est parfait, c'est bien. Donc j'ai mis du temps aussi à en revenir un peu et à me dire ah oui, mais attends, avant de recycler le plastique, il faut peut-être le réduire. Et donc tout ça, ça a été des cheminements avec des réflexions, mais je me souviens pas du tout avoir eu un déclic où je me suis dit ah merde, là c'est le moment. Donc, autour de moi, j'ai des gens qui sont beaucoup plus engagés, beaucoup plus militants que je ne le suis. Et pour autant, je pense que j'ai pas eu une claque monumentale malgré mes connaissances et ce que ces gens-là m'apportaient. Ça a été long. Aujourd'hui, je pense que je suis de plus en plus souvent éco-anxieux, mais aussi de plus en plus souvent très confiant dans la suite. Donc, je pense qu'avant, j'étais sur un état stable ou avec peu de remise en question et parfois pas forcément la prise de recul nécessaire pour comprendre ce qui se passait. Et puis aujourd'hui, maintenant que j'ai cette conscience qui augmente au fur et à mesure des épisodes de The Big Shift, très probablement, j'ai des épisodes beaucoup plus variables de confiance et d'éco-anxiété. Il faut apprendre à vivre avec. Alors oui, exactement. Mais justement, c'est aussi un des pans de cette révolution poétique dont on parlait. L'art comme, moi je dis souvent dans mon intro de podcast, l'art comme échappatoire et la musique comme remède magique. Est-ce que l'art et la musique t'aident dans ce chemin, soit pour trouver du courage, de la joie, soit aussi des fois face à l'éco-anxiété, ça peut faire du bien de pleurer et de juste être un peu au fond quelque temps avant de remonter. Est-ce que tu as un rapport à l'art ou à la musique particulier sur les émotions? J'ai toujours écouté énormément de musique, beaucoup de musique. Je fais du chant aussi. En fonction de mes émotions, ça a toujours eu un vrai apport en fonction de comment je me sens. Moi, je me souviens beaucoup d'années d'adolescente où j'avais des musiques très très spécifiques en fonction de mes humeurs, en fonction de l'endroit où j'allais ou de ce que je ressentais en rentrant de cours. Et je pense que ça jouait beaucoup. J'ai pas toujours été très réceptif à beaucoup d'art visuel. En revanche, je le suis beaucoup plus maintenant. Je pense que le fait d'avoir une prise de conscience peut-être un peu plus forte aujourd'hui, ça m'a ouvert à des nouvelles émotions que j'avais plus de difficultés à ressentir. Et aujourd'hui, devant un tableau qui représente une forêt ou une lumière spécifique, je peux avoir quelque chose de beaucoup plus profond qui se dégage. Souvent, c'est des paysages, beaucoup de mers, de forêts et de montagnes. C'est vraiment les trois grands paysages qui dégagent des émotions pour moi. Mais oui, du coup, je pense que je suis de plus en plus proche de cet art et je pense que ça joue de plus en plus dans le fait de soigner cette anxiété et par la musique aussi d'ailleurs. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Est-ce que tu penses que l'industrie musicale peut avoir un rôle sur notre rapport au plastique, le fait de réduire ce plastique qui nous enquiquine pas mal? Ça revient un peu à ce qu'on disait sur les imaginaires. Hein. Je pense que il y a un gros travail à comprendre. Et effectivement, aujourd'hui, beaucoup d'industries sont tournées CO2, climat. Je pense qu'il y a des festivals qui sont un peu pionniers là-dessus, notamment We Love Green, qui essayait de faire du zéro déchet, qui avait invité Zero Waste France à venir faire des ateliers sur leur festival, etc. Maintenant, le plastique dans l'industrie musicale, est-ce que c'est vraiment la plus grosse des questions? On parlait tout à l'heure de l'impact d'un événement dans l'industrie musicale. On parle beaucoup plus du déplacement, on parle beaucoup plus peut-être de la scénographie, on parle de l'alimentation sur place. Alors sur la réduction de l'impact, mais du côté de la sensibilisation ou de l'inspiration des audiences. Je sais pas si tu vois ce gamin qui est sur les réseaux sociaux qui s'appelle César Musique. C'est un petit gars qui doit avoir 10 ans et qui fait du rap pour la planète. Ah si, c'est un petit blond. Oui, moi, un petit blond qui est super mignon. Et il avait fait notamment un rap sur le plastique qui m'avait vraiment fait marrer et je crois qu'il avait quand même bien marché sur les réseaux sociaux. Donc voilà, je pense qu'effectivement, il y a sur l'audience, et en plus, si ça vient de la bonne personne, avec un côté un peu cute, où tu te dis, ah, il est chou, il doit vraiment avoir raison, ça a un impact, ça c'est certain. Je vois pas pourquoi le plastique plutôt qu'autre chose. En fait, je pense qu'effectivement, l'industrie musicale, elle a un gros levier à jouer pour la réduction de beaucoup de choses, notamment le CO2, notamment le plastique, notamment... parler, je sais pas, il y a la chanson de Yannick Noah aux arbres citoyens, parler de déforestation, de reforestation.
mais particulièrement le plastique, je pense pas. Je pense qu'elle a un rôle à jouer sur tous les grands sujets. Il y avait une musique sur l'huile de palme, je me souviens. Est-ce que c'est la chanson du dimanche qui avait fait un truc comme ça? C'est très possible. Mais voilà, du coup, je pense que tous les grands sujets qui sont des gros problèmes, et aujourd'hui le plastique est un problème majeur. Alors peut-être pas forcément pour le CO2, mais pour, déjà l'extraction de pétrole, la production, les décharges, et 3, les pertes dans l'environnement qui représentent, je crois, plus de 30% des plastiques jamais produits. Et donc ça, c'est des gros problèmes. Maintenant, l'industrie musicale, elle a effectivement le devoir de sensibiliser là-dessus. Le sujet, il n'est pas autour du plastique uniquement, il est autour de tous les grands enjeux. Elle nous a fait la grâce de venir à un événement qu'on co-organisé. Un super événement. Voilà, avec notamment Olivia Gay comme artiste qui joue, une violoncelliste qui joue le silence de la forêt. Du coup, je t'invite à t'exprimer par rapport à ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu et ce qu'elle nous a dit justement. Et Olivia, du coup, qui est une violoncelliste, elle a décidé de recréer un rapport à la nature en faisant des concerts complètement acoustiques. Donc, elle joue du violoncelle et elle est accompagnée par un piano la plupart du temps. Et en fait, elle monte tout ce barda-là en forêt et elle s'installe dans des lieux, alors en faisant attention de ne pas gêner les écosystèmes qui sont présents. Mais voilà, et donc elle crée une pièce qui sera un concert où elle recrée vraiment un contact très très fort avec la nature en jouant des compositions qui sont des compositions souvent en lien avec la nature, des compositions classiques. Donc elle a joué du Vivaldi, je crois, notamment les 4 saisons. Et voilà, et je trouvais ça très fort. La mise en scène est absolument magnifique. Et quand je te disais, ce qui m'attire énormément, c'est des paysages de forêt, des lumières qui descendent. Elle a réussi à capturer ça, mais de façon magnifique, avec des fins de journée, des couchers de soleil au travers des feuilles dans des clairières. Et c'est absolument fabuleux ce qu'elle a fait. Et on entend dans son son, qui est très, très acoustique, qui est très brut, on entend le silence de la forêt, on entend presque les bruits de la forêt qui s'endort tranquillement en même temps qu'elle joue. Et j'ai trouvé que c'était très très fort. Et pendant cette conférence, on était accompagné par 3 autres artistes. Donc il y avait Terre Noire, qui est un duo de frères qui ont gagné les révélations masculines, je crois, des victoires de la musique 2022. Il y avait Louisa Donna qui est une chanteuse engagée aussi, et il y avait Sendo qui est un rappeur sur les enjeux environnementaux. Et il y avait pas mal de choses qui m'ont marqué dans cette conférence. Alors on a eu l'intervention de François Ribac qui était super intéressante et qui nous a montré trois grandes façons dont des artistes s'engagent, donc notamment via la création justement de musique, mais qui n'est pas forcément de la musique, qui est plutôt des sons de la nature. Où on se rapproche un peu de ce que peut être en fait la musique de l'environnement. C'était super intéressant. Et voilà, moi j'ai été assez marqué par l'intervention de Terre Noire qui racontait que eux, après leur victoire de la musique, ils ont eu un impact médiatique assez fort, un engouement médiatique assez fort, et que ils en ont profité pour aller faire des actions politiques dans leur territoire. Donc en fait, ils viennent de Saint-Étienne et ils ont profité justement de cet engouement médiatique pour faire changer les choses à un niveau politique. Et ce qu'il racontait, c'était que sortir des nouvelles chansons engagées, à la Trio, à la Mickey 3D, à la Yannick Noah, ça avait plus beaucoup de sens aujourd'hui, et que ce qu'il fallait, c'était des actions politiques. Et que, en fait, des paroles de chansons, aujourd'hui, ça avait plus vraiment un grand sens. Il disait même le mot gênant. Et voilà, et du coup, je voulais savoir ce que tu en pensais un peu là-dessus, si tu avais un avis sur la question. Est-ce qu'aujourd'hui, un artiste, en fait, il doit utiliser son pouvoir médiatique d'artiste pour faire des choses à côté, ou est-ce que c'est via sa musique qui doit faire bouger la société? Très très bonne question. Je dirais les deux, voire aujourd'hui, on est plutôt en mode il faut agir partout où l'occasion nous est donnée. Encore plus quand on est artiste et qu'on a un peu plus de pouvoir d'action que la personne lambda, on va dire. Il y a plusieurs dimensions. La première, c'est déjà, ça sert pas à rien de mettre ça dans les chansons. Ça sert pas à rien que des artistes s'expriment, parce qu'ils mettent mieux que personne des mots qui ont du mal à sortir pour d'autres. Tu parlais tout à l'heure de la complexité de nos émotions. On s'est tous les deux un peu livrés là-dessus. Moi, je le vois quand j'anime des fresques. Fresques du climat, fresques de la biodiversité, fresques du numérique, que j'anime en entreprise, mais aussi en grand public.
les émotions sont très fortes. J'ai des fois des gens qui pleurent. Il y a vraiment un sujet qu'on maîtrise encore assez peu, qui est la psychologie environnementale. Et la musique, les artistes, ils aident cette dimension-là. Alors évidemment, c'est pas parfait. Si on prend par exemple Orelsan, Baisse de Monde, elle est super intéressante comme chanson. Mais il y a ce côté, on se retrouve en tant que personne un peu sensible aux enjeux environnementaux. Tiens, cette personne qui se pose la question de son whisky dans un verre en plastique, c'est moi. Et donc il y a un côté, on va dire, renforcement de ce qu'on a compris, qui est important. C'est-à-dire que si les artistes ne s'expriment plus là-dessus, on a un peu l'impression d'être fou quand on découvre ces sujets d'éco-anxiété, ces sujets environnementaux. Hein. Quand on découvre le tableau, on se dit mais attends, je suis fou quoi. Le monde dans lequel j'ai vécu, c'est pas du tout ce qui se passe sur la partie la trajectoire naturelle. Ouais, il faut les rendre mainstream pour que les gens puissent s'y identifier. C'est ça. Et après, est-ce que c'est toujours incarné par l'artiste ? C'est pas toujours le cas. Hein. Il peut y avoir aussi des dissonances cognitives chez eux, hein, des choses qui vont faire d'un côté et des choses qui vont exprimer dans leurs chansons qui seront pas exactement ce qui sera fait au quotidien. Ça, c'est important de travailler cette cohérence. Pour autant, je vois qu'il y a beaucoup d'artistes aussi qui s'expriment pas ou qui font pas de titres sur ces sujets-là par peur, en se disant je suis pas parfait. Et en fait, la perfection, c'est un frein à l'inaction. Et donc, on va plutôt dire soyez cohérents. Si vous dites moi j'ai envie d'aller faire des tournées à tel endroit et je prends l'avion pour le faire parce que j'en ai besoin pour ma carrière et que c'est comme ça que je pense pouvoir éveiller les consciences. En tout cas, soyez cohérents. Le fait de pouvoir poser, acter ce qu'on fait. Sur le podcast, on a eu la chance de recevoir Aldebert et pour le coup, c'était pleinement cohérent. Et ce qui était très intéressant aussi dans leur approche, c'est que c'est toute l'équipe qui est en mode éco-conscient. C'est pas juste l'artiste qui chante sa chanson, c'est toute l'équipe qui veille au caillou cosmique, comme disent-ils. Et donc, voilà, il y a vraiment... Ça veut dire quoi ? Ça veut dire attention dans les déplacements, ça veut dire pas de scénographie qui nécessite 4 semi-remorques, c'est quoi le... Oui, ou plutôt mettre en œuvre l'intelligence collective. Okay. C'est-à-dire que le problème qu'on a aujourd'hui, politique, entrepreneurial, etc., c'est toujours ce mythe de l'entrepreneur ou ce mythe du sauveur de monde. Ok, le monde est en danger, vite, appelons Superman, il nous faut un Superman ou une Superwoman pour sauver le monde. Et je pense que c'est pas très compliqué, je pense que c'est très présent sur ton podcast, de se rendre compte que c'est pas la puissance individuelle qui va nous sortir des ronces. C'est pas une personne, c'est par contre le collectif, le fait qu'on s'y mette tous, le fait qu'aussi on bascule tous professionnellement. Mine de rien, on passe beaucoup de temps dans notre travail. Si notre activité pro, elle dessert plutôt les enjeux environnementaux versus elle les sert, tout de suite ça devient intéressant. Et c'est un peu ça, nous, qu'on essaye d'activer dans l'industrie musicale, où plein de gens nous disent je peux rien faire, je suis impuissant, mais de toute façon, moi j'ai bien compris tout ça, mais je suis incapable d'agir. C'est de leur donner des leviers, des outils, des manières d'agir pour que justement ils puissent embrasser cette révolution environnementale où on doit tous se mettre au travail. Et donc oui, les artistes ont aussi un rôle par leur voix, parce que ils montrent la voix. C'est intéressant comme jeu de mots. Mais évidemment, leurs actions vont être un sujet de cohérence. Et donc, c'était intéressant, la table ronde donc, à laquelle on faisait mention tout à l'heure, s'appelait Comment la musique accompagne et accélère nos révolutions. Il y a les paroles d'artistes, il y a les paroles, mais il y a aussi les actes. Et ce que j'ai trouvé très intéressant justement dans ce que Terre Noire a fait, c'est qu'ils ont leurs paroles, mais ils ont aussi leurs actes. Évidemment, tout le monde n'est pas obligé d'agir, hein, mais si on se sent appelé par cette action, embrassons-la. C'est qui aujourd'hui les acteurs les plus sur la scène française et la plus en vogue? Est-ce qu'il y a des acteurs qui sont un peu exemples là-dessus, des artistes? Alors, on a mentionné Orelsan un peu. Alors, c'est par contre pour la parole des artistes, sur le fait de pousser la chansonnette sur ces enjeux-là, il y a un vrai sujet qui, je pense, est lié à l'industrie, au management. Est-ce que c'est aussi un risque de se positionner sur ces sujets-là? Ouais. Et je constate qu'une des plus grandes chansons françaises, un artiste qui s'est exprimé sur ces sujets bien avant d'autres, ça a été son plus grand hit. Donc, un des trucs où je me questionne, est-ce que ce serait pas un facteur de succès, parfois, cet engagement profond, environnemental? Donc, cet artiste, c'est Jean Ferrat.
La montagne. Bah oui. Et donc, c'était un peu le pionnier de cette prise de parole. Il y en a eu d'autres avant, mais voilà, c'est quand même une des plus grandes chansons françaises. Elle parle de ça, déjà à l'époque. Est-ce qu'elle a eu tout l'effet escompté ? Ça, c'est une bonne question. Pour autant, est-ce que la temporalité était la bonne ? En tout cas, il y a vraiment plein de questions à se poser là-dessus. Je suis pas assez historien pour le savoir. Dans les artistes plus contemporains, il y a Gojira, où nous qui faisons beaucoup d'investigations sur justement la discographie environnementale, l'histoire de la discographie environnementale. Gojira, ils ont fait Flying Whales en 2005. Okay. Ils sont aussi très engagés. Donc j'aime à croire qu'une partie de leur succès est liée à leur engagement. Alors ils sont aussi très bons, c'est pas seulement pour ça Donc aujourd'hui, c'est intéressant de voir ce groupe très engagé, qui fait Amazonia, qui s'exprime sur les enjeux climat. Gojira, c'est aujourd'hui, on va dire, les artistes français qui rayonnent le plus à l'international. Alors certes, c'est dans une niche qui est le métal, donc peut-être que le grand public connaît un peu moins, mais vous avez forcément déjà vu quelqu'un avec un t-shirt de Gojira. Mais aujourd'hui, s'ils étaient mainstream, ce serait l'équivalent de Daft Punk en termes de notoriété. Enfin, ils ont ce potentiel-là, en tout cas. Donc voilà, je pense que c'est intéressant. Et puis, il y a une chanson, moi, qui m'a beaucoup marqué pendant le confinement, parce que pendant le confinement, on était un peu chez nous à tourner en rond. Et je me suis rappelé de Zazie, l'homme de Cro-Magnon qui tourne en rond. Ouais. Et cette chanson, elle parle de ça aussi. Est-ce que ce serait pas le meilleur titre de Zazie en termes de notoriété ? Je suis un homme. Voilà, je questionne ça. Mais pour autant, il y a Grand Corps Malade qui a fait une chanson extraordinaire qui s'appelle Sur la Lune, qui justement fait ce contraste entre le fait qu'on est capable d'aller marcher sur la Lune, mais qu'il faudrait peut-être marcher sur la Terre. Et cette chanson, elle est restée anecdotique. Donc je pense qu'il y a vraiment un sujet au-delà des artistes, qui est que l'industrie musicale bascule dans OK, maintenant notre raison d'être, c'est ce sujet d'inspiration environnementale. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des pionniers, il y a des festivals qui sont pionniers, il y a Wheel of Green, il y a Terre du Son, il y a Cabaret Vert, avec toujours ils se font parfois taper sur les doigts. Par exemple, il y avait parfois des petites polémiques, des petits trucs, parce qu'ils sont pas parfaits. Pour autant, ça montre la voie et c'est là-dessus qu'on regarde, quoi. Et sur des genres musicaux qui sont peut-être un peu plus plébiscités par les plus jeunes, type le rap. Parce qu'aujourd'hui dans le rap, les imaginaires, c'est beaucoup c'est la thune, c'est les gains matériels. Est-ce qu'il y a des artistes qui sont un peu engagés là-dessus ou pas ? Alors oui, il y en a même plein. Le point, c'est que voilà, si on doit faire une cartographie des courants musicaux, je pense que le métal est très, très, très... les musiques extrêmes sont très... la musique métallique notamment, sont très, très engagées, peut-être parmi les plus engagés, mais on voit des mouvements, des courants engagés dans tous les domaines, le jazz, l'opéra, le lyrique, etc. Du côté du rap, il y a souvent plus cette revendication sociale, c'est de là que ça vient. Ouais. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça commence aussi à imprégner, quoi. On commence à comprendre des croisements. En ce moment, on voit d'ailleurs l'émergence de Ferris Barkat avec Banlieue Climat. Tout à fait. Et donc, tout ça, c'est pas étanche. Donc, évidemment qu'il y a aussi des rappeurs qui ont tout compris à ce sujet-là. Et même des anciens rappeurs ou des anciens groupes de ce mouvement musical, de ce courant musical, comme Akhenaton. IAM, ils sont beaucoup exprimés sur ces sujets-là récemment. Mais même Orelsan, Baisse le Monde, c'est une chanson 100% orientée éveil environnemental, compréhension, analyse. Et donc ça, c'est quelque chose... Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est pour un artiste, c'est parfois de trouver le discours qui va permettre d'emmener les gens à l'étape d'après, sans non plus les rebuter. Ouais. Et c'est un peu ce que j'essaye de faire aussi, moi, dans mes conférences. Il y a des trucs qu'on dit, on ne pouvait pas les dire il y a 4-5 ans. Et aujourd'hui, ils sont très audibles, voire ils emmènent. Et donc, c'est un peu ça que les artistes doivent trouver, c'est comment j'emmène les gens à grandir. C'est une question du timing qui est très, très, très prépondérante quand ils écrivent. Et si on prend par le passé les gens qui avaient accès à la culture, elle était plutôt sous forme de livres, etc. Ils avaient accès aux érudits, aux philosophes. Aujourd'hui, oui, Orelsan, c'est un philosophe pour toute une génération. Oui, c'est beau ça. Tu disais il y avait pas mal que tous les messages ne passent pas et qu'aujourd'hui il y a plus de messages qui passent qu'il y a quelques années. Est-ce que on dit aussi que les médias ils sont un peu refroidis parfois par des messages trop engagés, donc en fait si
si on est trop tôt ou si on dit quelque chose qui est peut-être un peu trop décalé par rapport à la fameuse fenêtre d'Overton, qui est cette fenêtre qui se décale des discours acceptables. Est-ce que du coup ça impacte énormément la réussite d'un discours s'il est un tout petit peu trop le discours d'un artiste peut-être mainstream? Est-ce qu'il peut se planter si son discours est un tout petit peu décalé par rapport à cette fenêtre? Alors justement, je pense que c'est ça que le management craint. Quand tu es un management d'artiste, va dire un artiste, ça faut que tu t'en perds, et va avoir un regard sur cette dimension, cet engagement environnemental. On sait que ça existe, hein, et on critique personne là-dessus parce que l'industrie musicale, ça reste un business, hein, et un business qui doit tourner. C'est-à-dire que si on veut que l'inspiration environnementale fonctionne, il faut que la partie business elle tourne. C'est pas l'un au détriment de l'autre, c'est comment on combine les deux. Ouais. Et ça, en plus, ça veut dire devoir faire des événements physiques, probablement participer à des festivals, aller à l'international. C'est complexe. Ouais, mais du coup, c'est toujours le sujet de l'utilité sociale. Si tu le fais que pour de l'entertainment et qu'il n'y a pas cette dimension j'aide les gens à grandir, pourquoi tu le fais? Et donc, peut-être que la bonne question, c'est pourquoi je fais. Et alors, pour le coup, c'est une analyse très personnelle. Je me demande, on voit beaucoup d'artistes qui vont pas très bien dans cette industrie. Je pense à Stromae. Ouais. Et ben, je pense qu'il y a vraiment un sujet de raison d'être, qu'à un moment, tu trouves plus de sens à ce que tu fais au quotidien quand tu es dans cette équation un peu trop business. Et je serais pas surpris que ce type d'artiste, en tout cas, qui est animé d'émotions, un artiste, c'est toujours un hypersensible, c'est toujours une sensibilité au monde bien plus exacerbée que d'autres. Et je pense à Renaud quand je dis ça aussi, hein. Dans les chansons environnementales, il y a Fatigué de Renaud qui est juste incroyable, mais aussi Mistral gagnant évidemment. Cette dimension de l'artiste un peu torturé, elle peut se retrouver dans cet engagement environnemental. Ça pourrait vraiment réunir, je pense, cette partie business et émotion, business et élan positif. Et aujourd'hui, on voit aussi des managers qui sont, c'est aussi la rat race, quoi, hein, ils sont dans la roue. Et ils courent pour faire avancer l'artiste, pour faire avancer le business qui y est lié, avec une sorte de course en avant qui est très symptomatique de notre époque. Et puis certains d'un seul coup changent et ça devient autre chose. Et je pense que c'est un peu ça, cette bifurcation qu'on essaye d'accompagner, d'aider chez certains. Et c'est vraiment, on voit bien que c'est une combinaison de plusieurs personnes, plusieurs métiers. C'est pas juste l'artiste. Et c'est pas juste le manager aussi, c'est vraiment une combinaison, on va dire un sujet collectif, hein. Il n'y a pas d'artiste qui se fait tout seul, c'est toujours une équipe autour. Et donc c'est plutôt ça, ma réponse serait plutôt de ce côté-là. Okay. Comment on emmène des équipes complètes, ce qui est très intéressant, parce que c'est la même chose que comment on emmène des entreprises. François Ribat qui disait pendant la conférence que toutes les innovations, alors en parlant du domaine de la musique, ne viennent jamais des pros, mais viennent toujours des amateurs. Alors ça correspondait bien à notre panel qui était quand même pour partie amateur, c'est-à-dire qu'ils avaient un métier nourricier à côté. Est-ce que du coup, tu vois, ce qu'on disait avec emmener le management, emmener les artistes, etc., ça s'applique quand même à de la musique professionnelle. Est-ce que du coup, c'est vraiment eux qui peuvent amener des coups de pied dans la fourmilière? Ou est-ce que ça peut venir que des amateurs? Mais dans ce cas-là, comment est-ce qu'ils font pour avoir leur momentum d'impact? Question très intéressante. Je pense qu'il y a des changements partout, à tous les niveaux de la société et dans l'entreprise. Je vais faire un parallèle avec, par exemple, les collectifs. C'est un groupement de collectifs d'entreprises qui se sont unis. Les salariés d'entreprise, aujourd'hui, sont aussi moteurs. Il n'y a pas que les dirigeants. Et les dirigeants sont parfois influencés par les salariés. C'est vraiment ces influences croisées qui, je pense, vont nous emmènent collectivement. Et donc, l'artiste a son rôle, mais évidemment, son équipe autour de lui, là aussi, et son audience aussi. Ça peut être son public qui va exiger de lui un engagement. Donc, il y a ton podcast s'appelle The Big Shift. On fait tous des shifts, en tout cas, beaucoup de personnes que tu as reçues, et c'est mon cas, on fait des shifts professionnels. Et s'épanouissent dans ces shifts professionnels. Alors par contre, c'est intéressant ce que tu dis. Moi, je suis redevenu amateur. J'étais un pro du numérique, je gagnais plus d'argent qu'avant d'ailleurs, et je suis redevenu amateur. Je suis revenu à la case départ en me disant tiens, je vais me former, je vais remonter, et puis après je vais faire des liens, etc.
Et ça met du temps, ça demande beaucoup de courage. C'est peut-être ça, le plus gros frein. Ce qu'il y a de bien, c'est que la musique, ça aide à trouver du courage. Mais justement, j'allais te retourner la question. Enfin, je pense justement qu'il peut y avoir les deux. Il peut y avoir évidemment des amateurs. Les amateurs, ils sont libres pour innover. Ouais, c'est ça. Parce que chez Deezer, tu n'aurais peut-être pas eu cette marge de manœuvre comme tu l'as aujourd'hui. Bah, en tout cas, nous, on était libres pour innover sur le numérique. Ouais. C'était notre métier et on n'était pas. Et donc, il y a vraiment ce côté liberté à innover. Et tu mentionnais tout à l'heure un petit festival. On voit que des petits festivals, ils font des innovations extraordinaires parce que c'est pas beaucoup d'efforts. Enfin, même si ça en est beaucoup, en tout cas, ils peuvent obtenir rapidement des résultats. Ouais. On voit des fois des innovations qu'ils essayent où des gros festivals auraient beaucoup plus de complexité à les mettre en place. Donc, on essaie quand même d'éclairer pour donner envie. Hein, mais voilà, il y a cet aspect liberté. Cet aspect liberté. Quand t'es amateur, t'es libre parce que t'es pas. Et c'est pas parce que t'es déjà dans la vie professionnelle et dans une activité professionnelle que tu es forcément pieds et poings liés. Tu peux trouver une liberté, faire un switch, surtout un artiste, en général, quand il est bien positionné, il est assez libre. C'est exactement ce que nous a démontré Terre Noire lors de cette prise de parole. Il est assez libre parce que de toute façon, l'industrie a quand même besoin de lui, quoi. Enfin, besoin d'eux. Ouais. Et inversement, donc un certain poids, donc c'est vraiment un rapport de force en l'occurrence. Donc il y a vraiment un sujet de liberté. Est-ce qu'on se sent libre ou pas et une fois qu'on se sent libre, on y va, quoi. Donc je pense que c'est plutôt ça. Et alors du coup, j'allais te retourner la question, puisque toi, tu as reçu, alors toi et tous les gens que tu as reçus, voilà, The Big Shift, est-ce que c'est aussi le shift professionnel? À titre perso, tu veux dire? Moi, quand j'ai découvert le podcast et quand j'ai découvert ce titre, je l'ai trouvé très bon parce qu'à ce côté, je change toute ma vie. Parce que tu changes des choses personnelles, mais tu changes aussi quand tu vas jusqu'à la partie pro, c'est vraiment un gros changement, quoi. Ouais. Et ça fait partie des premiers sujets que j'ai abordés dans le podcast. Donc effectivement, je pense que c'est pas tout à fait voulu que ce soit aussi adéquat avec le titre, parce qu'en fait, The Big Shift, le titre, il vient du film The Big Short, parce que je trouvais marrant de faire le lien entre ce film sur l'écroulement d'un statu quo financier aux États-Unis et du coup la nécessité de changement qu'on a au niveau environnemental. Donc c'est plutôt parti de là. Et d'ailleurs, la première vignette du podcast a été très très semblable à l'affiche du film The Big Short. Mais effectivement, les premiers grands sujets que j'ai traités sur le podcast, et je pense que il y a dû avoir 5 ou 6 épisodes dans les 60 premiers épisodes, c'est est-ce qu'il faut déserter, est-ce qu'il faut transformer de l'intérieur, comment est-ce qu'on fait dans un cas comme dans l'autre. Si on déserte, est-ce que du coup, en sortant du système ou en créant un système à côté, en fait, on n'est pas juste en train de créer une nouvelle boucle avec une bulle séparée qui a pas forcément de lien avec les autres grands silos de la société. Et quand on transforme de l'intérieur, est-ce qu'on a les épaules pour le faire? Est-ce qu'on a le pouvoir pour le faire? Est-ce que c'est quelque chose qui ruine notre vie personnelle ou est-ce que c'est quelque chose qui nous porte? Et The Big Shift, c'est aussi le Big Shift individuel, donc c'est-à-dire dans sa vie perso, dans sa vie pro, si jamais on n'est plus en phase avec ce qu'on fait à un niveau professionnel avec une entreprise dans laquelle on est depuis un moment. C'est le Big Shift des entreprises. Donc là, c'est comment est-ce qu'on fait pour passer d'un modèle avec des indicateurs majoritairement financiers à des indicateurs majoritairement sociaux et sociétaux. Et puis le big shift politique qui est comment est-ce qu'on fait pour transformer et légiférer pour qu'il y ait plus de mise en place de lois protégeant la biodiversité, l'environnement, contraignant toute la partie, toute la création pour les entreprises qui sont à l'encontre des écosystèmes. Donc voilà, c'est vraiment ces 3 grands piliers que j'ai voulu traiter. Effectivement, c'est pour ça que je l'avais aussi appelé The Big Shift, parce que c'était le grand changement nécessaire. Et puis, je voulais pas l'appeler le grand changement en français, parce que je trouvais que c'était un peu trop proche du grand remplacement. Et donc voilà, c'est tombé comme ça. Plein de petits... j'espère sincèrement que ce podcast aidera au Big Shift de l'industrie musicale. Mais en fait, qu'on soit d'accord ou pas, il y a une citation de Churchill que j'aime beaucoup, qui dit mieux vaut prendre le changement par la main avant qu'il ne nous prenne par la gorge. Et c'est vraiment la phase dans laquelle on est. Ça, si ce que tu as exprimé sur les professionnels, pour le coup, c'est ma réponse. C'est toi qui as répondu à la question que tu me posais.
tout ce que tu as décrit, c'est ce qui se passe, c'est ce qui doit se passer dans l'industrie musicale. Et c'est pas un choix, quoi. C'est vraiment le changement, il va arriver quoi qu'il arrive, de manière plus ou moins brutale. Est-ce que ce sera des événements environnementaux qui empêcheront la musique de vivre, ou est-ce que l'industrie musicale n'aura pas le choix d'y aller? Je pense que c'est intéressant de prendre un peu les devants pour les acteurs de l'industrie, les professionnels. Oui. Et donc d'écouter Xavier. Et c'est quoi ton espoir, toi, du coup, là-dessus, parce que du coup, on dit il va probablement y avoir... Bon, ça, je pense que c'est acté. Il va y avoir de plus en plus d'événements, des catastrophes naturelles. Il va y avoir beaucoup plus d'événements majeurs, je pense, qui vont être contraints de s'arrêter ou d'être complètement transformés. Est-ce que tu as des espoirs spécifiques sur la musique vivante ou sur la musique digitale là-dessus? Est-ce que tu as une sorte de prospective de... Qu'est-ce que l'industrie de la musique, à quoi ça pourrait ressembler dans 10 ans, dans 20 ans, si elle était aussi durable qu'on espère? Alors, pas exactement. J'ai une conviction de terrain, c'est que de plus en plus de gens se réveillent. Donc, The Big Shift, c'est aussi le grand réveil. Et voilà, qu'on est de plus en plus nombreux à plus regarder ailleurs. De là, être de plus en plus nombreux à se remonter les manches, c'est encore l'étape d'après. En effet, qu'une partie de notre vie professionnelle, une partie de notre quotidien soit centrée sur le travail, parce que quand on parle, et moi je suis conférencier, c'est que du vent, ce sont que des paroles. J'espère juste semer des graines qui pousseront. Mais pour autant, un ami qui est le fondateur de créateurs de forêt, qui recrée des espaces de biodiversité, qui fait du réensauvagement à travers la forêt, me disait sur un événement, on a parlé, mais on n'a pas planté d'arbres. Et donc voilà, il y a cet aspect-là aussi. Il faudra peut-être revenir un peu à la terre tout court. Mais vraiment, c'est le collectif qui peut permettre ça aussi. C'est pas du tout étanche. Enfin, l'industrie musicale peut aussi faire ces choses-là. On a éclairé le festival Nouvelle Scène qui justement aide créateurs de forêt. Festival qu'on a appelé Festival Régénératif, puisque vraiment c'est une partie de leur revenu. Enfin, c'est les éco-cups qui servaient à financer des mètres carrés de forêt. Donc voilà, cet aspect du côté de l'industrie musicale peut être très très puissant, emmener tout le monde. Donc il y a vraiment un pouvoir de la musique entraînant, moteur. Et puis par rapport à ce que tu as dit, on va se prendre des coups. On sait que l'adaptation au changement climatique, les canicules, les moments difficiles, on va se les prendre. Et je vais faire écho à ce que j'ai vécu moi, c'est-à-dire que réécouter Zazie avec L'Homme de Cro-Magnon qui tourne en rond, ça m'a permis de donner une dimension au confinement très très différente, puisque j'ai décidé de plus tourner en rond et de lancer mon projet. Et donc peut-être que la musique, elle peut au contraire être un facteur de résilience. Et là, je parle plus de l'industrie, je parle vraiment de la musique telle qu'elle. La musique qu'on écoute ou la musique qu'on pratique. Tu mentionnais tout à l'heure que tu chantais. La musique qu'on pratique, c'est aussi quelque chose qui va nous amener de la joie. Et donc il y a vraiment ce sujet-là, le rôle de la musique, il peut être là-dedans aussi. Dans tous les coups qu'on prendra, parce qu'on va en prendre, nous aider à les surmonter. Je pense que c'est vraiment le rôle qu'elle a toujours eu, le nombre de gens qui nous disent que la musique a sauvé leur vie. Pourquoi est-ce qu'elle ne pourrait pas sauver la planète? Mais écoute, super, merci pour cette conclusion, c'est trop cool. C'est la fin de cet épisode de The Big Shift. J'espère qu'il vous a plu et que vous en avez retiré quelque chose pour votre vie quotidienne. C'est ça le plus important. C'est beaucoup plus simple de parler du sujet sensible de l'environnement quand ses amis ou sa famille sont vraiment informés. Alors partagez le plus possible The Big Shift, ça aidera tout le monde. Et si vous avez des questions, des sujets que vous souhaitez qu'on aborde, des invités que vous voulez entendre, ou tout simplement que vous voulez qu'on discute de cet épisode, envoyez-moi un message sur LinkedIn. The Big Shift est produit par Echoes Studio. Si vous avez un projet audio, contactez-nous sur www.echoes.studio. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.